Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Arnaud, le fondateur de la tétine Clip que j'ai moi-même testée avec Léa et que j'ai adorée. Cette tétine, pas comme les autres, a été pensée pour accompagner nos petits à arrêter en douceur de manière douce et sereine. En bref, c'est une tétine évolutive conçue par un papa pour répondre à un vrai besoin de parents. Mais alors justement, quel père se cache derrière ce produit novateur ? Comment a-t-il développé ce projet en parallèle d'un travail prenant et de la gestion de 2 enfants en bas âge ? Et aussi, comment concilier vie de famille et vie pro quand on travaille avec sa femme ? Arnaud répondra à toutes ces questions dans cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Un récit de père investi, conscient des enjeux des tout petits, et prêt à tout pour nous aider, nous les parents, dans notre quotidien éreintant. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Arnaud, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le Merci, podcast bonjour. de Super Mama. Alors comment tu vas, comment tu te sens ? Alors très bien, je me sens très bien, merci. Je suis prêt, pas de souci. Ouais, t'es prêt à nous raconter ton histoire. Alors justement, Arnaud, comme je te disais là en off, tu es seulement le troisième papa que je reçois sur le podcast. Donc c'est vraiment un honneur aussi pour moi de donner la parole aux pères, parce que évidemment, ils ont une place ultra importante dans la vie des familles et Bien aussi sûr. dans la vie des mamans. Et tu es le fondateur de la marque Clip, qui est de plus en plus connue et que j'affectionne particulièrement Top. moi-même au quotidien parce que ce sont tout simplement en fait des tétines, enfin une tétine plutôt évolutive qui permet voilà, de passer en douceur à l'arrêt total et définitif de la tétine pour nos enfants. Et on sait que c'est souvent une lourde tâche, Oui, tout une à fait. mission assez importante. Donc merci d'avoir créé ce produit dont on va évidemment parler au fur et à mesure du podcast. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es et surtout de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Oui, donc Arnaud Biezeneg, donc j'ai 45 ans. J'ai lancé effectivement Tetin Clip à la suite d'une carrière qui est plutôt, je viens de fêter d'ailleurs les 20 ans du laboratoire. J'ai lancé un laboratoire d'orthodontie euh, à 25 ans. Ouais. Et j'ai fait une carrière et je continue ma carrière dans l'orthodontie sur un point de vue très technique, puisque en fait je fabrique les appareillages. Donc je suis en fait, je corrige quelque part les malpositions dentaires et osseuses, entre autres liées Ouais. à des suctions tardives. D'où un peu cette réflexion qui a abouti sur Clip, de manière à aller chercher un petit peu des choses plus préventives et limiter un peu les problèmes. Mhm. Voilà, j'ai ma conjointe Virginie qui travaille avec moi depuis plus de 10 ans Waouh, bravo. et qui gère aussi le laboratoire, la production. Et puis on a eu deux enfants en 2015 et 2017 qui ont été, sans le vouloir, les bêta-testeurs de Clip, puisqu'en fait je l'ai inventé pour eux à la base. Et oui, j'imagine que ton histoire personnelle, en effet, a eu une forte influence sur ton Exactement. parcours professionnel, et c'est évident, ouais. Et alors, justement, avec Virginie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu te rappelles en quelle année c'était? Dis-nous-en un peu plus. Alors, en quelle année? Oui, je dirais 2000. La Ça, c'est question piège, les Arnaud. dates. Premier piège. Je vais dire que c'est un peu plus de 10 ans, donc 2014, 2013. En Ouais. fait, on s'est rencontrés dans mon activité, hein, dans le cadre de mon activité. C'est bête, hein, tout simplement parce que à la base, elle venait pour un poste Ah, et elle est repartie avec beaucoup plus. et oui, bien sûr. Non, mais bon, on avait des parcours. Arrête.
des parcours assez similaires. On s'est retrouvé beaucoup au niveau des parcours. Elle a un parcours qui était très différent, mais qui était à la base en joaillerie. Et la D'accord. joaillerie est très proche finalement de l'orthodontie dans certains concepts de fabrication en fait des appareillages ou des bijoux. Voilà. Et puis on a fait notre parcours ensemble. Rapidement, on a eu notre premier enfant et puis un deuxième un an et demi après. Et oui, vous avez enchaîné du coup. On a enchaîné. Ouais, comment ça se passait? Quels souvenirs t'en gardes de cette période-là? Alors, période pour moi et pour elle, je pense aussi, c'est assez chargé parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a une entreprise à ce moment-là qui est, allez, 2015, on devait être 7 collaborateurs, peut-être 8. Ouais. Aujourd'hui, on est 20 au sein du laboratoire. Donc, ça reste un parcours professionnel qui est assez intense, d'autant qu'on a une croissance qui a toujours obligé à développer le laboratoire, etc. Donc, on avait une carrière assez intense. Donc, l'arrivée des enfants, forcément, s'ajoute. On a beaucoup de photos où les enfants sont au laboratoire Et oui, avec nous. vous êtes avec vous. Voilà, on a géré comme on a pu. Je pense qu'on a très bien géré. On a géré comme on a pu. Le deuxième est arrivé effectivement un peu plus tôt que prévu, un an et demi. Ils sont assez proches, donc c'est vrai qu'il y a eu une période assez difficile, mais bon, ça se fait. Et puis on est content qu'ils soient proches parce que finalement, bah, ils sont très très complices et ils jouent tout le temps ensemble. Donc on se dit, ça c'est beau et ils s'ennuient jamais. Ils sont toujours ensemble, donc ça c'est top. Trop bien, oui, ce côté en effet positif d'avoir des enfants rapprochés. Et Ouais. toi, justement, comment tu jonglais entre une vie pro bah, quand même hyper intense, avec forcément des salariés aussi à manager, une entreprise à développer. Comment tu t'organisais au niveau des journées? Est-ce que tu passais beaucoup d'heures, j'imagine, au travail? Tu prenais le relais le soir? Comment vous faisiez? Ouais, alors effectivement, on a trouvé un truc qui fonctionnait vraiment bien dès le départ, c'est que finalement, Virginie gérait le matin et moi l'après-midi ou l'inverse. En fait, d'ailleurs, j'ai plus souvenir que ça a été l'inverse et ça l'est encore aujourd'hui. Bon, les enfants sont à l'école depuis quelques années, mais ils font un peu de garderie le matin, très peu, mais un petit peu. Ils font pas mal de garderie le soir, Ouais. mais je m'occupe du matin, je vais les déposer et elle, pendant ce temps-là, peut ouvrir le laboratoire et commencer à gérer un petit peu avec l'équipe. Et le soir, on fait l'inverse. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin de déborder, je sais que je déborde dans le planning en fin de journée. Et puis elle, à l'inverse, elle peut déborder le matin. C'est génial justement ça que vous ayez mis en place cet orga et c'est aussi l'avantage de travailler du coup en couple, c'est qu'on peut comme ça, Exactement. Mm. un peu s'organiser comme on le Ouais. souhaite. Et alors justement, tu nous disais un peu plus tôt que l'idée de créer la tétine clip t'est venue évidemment de ta propre expérience personnelle avec ton premier enfant. Justement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez galéré, vous, à lui faire arrêter la tétine? Raconte-nous un petit peu. Alors, on n'a pas galéré dans le sens où, en fait, tout ça s'est mis en place tranquillement. C'est-à-dire que moi, l'idée, j'ai commencé à plancher dessus à la naissance de ma fille, alors que finalement, j'avais beaucoup de temps. C'est juste qu'en fait, à la naissance de ma fille, moi, pour ne pas tomber dans des problèmes de pouce qui sont plus compliqués à arrêter, plus tardifs, plus impactants pour la sphère orale, bah, pour pas tomber dedans, dès le début, moi, on était d'accord sur le fait qu'il fallait qu'elle ait une tétine. D'accord. Donc ça, c'était d'emblée, nous, la tétine, pour nous, c'est un très très bon outil, tout simplement parce que, étant donné qu'il y a un fort réflexe de succion à la naissance, ben, l'enfant, quand c'est pas fait in utero, parce que in utero, il trouve son pouce, ça peut arriver, et quand c'est pas fait in utero, ben, en fait, après la naissance, il va chercher à combler. Donc s'il y a un allaitement assez intense, je dirais que ben, il sera comblé. Mais Mhm. si, comme aujourd'hui, tout le monde travaille beaucoup plus et l'allaitement, c'est quand même très compliqué souvent, c'est difficile, il faut le dire. Donc finalement, bah, l'enfant va chercher à combler avec autre chose. Et souvent, bah, il trouve son pouce parce qu'il est au bout de la main, mais il peut très bien trouver le doudou, il peut trouver sa langue, parce qu'on le sait moins, mais les suctions de langue, ça existe. Et nous, on fait des appareils un peu plus tard pour corriger ça. Ah Euh, oui, des suctions de langue, des suctions de joue, des ok. suctions de lèvres. En fait, le gamin, il a forcément ce besoin, il va trouver. Donc, on s'est dit, la tétine, c'est extérieur au corps, ça sera ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de moins impactant parce que finalement, la tétine, par rapport à l'épaisseur du pouce, et c'est marrant parce que c'est un argument commercial, on parle toujours d'une tétine la plus fine possible et c'est un des vrais arguments valables
en fait, il n'y a pas de tétine orthodontique, par exemple. En revanche, des tétines fines, oui, ça c'est important. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va limiter les béances antérieures, par exemple, si elle est très fine, puisque les dents, tout simplement, quand elles vont arriver, elles vont s'arrêter juste quand elles vont rencontrer quelque chose et elles vont s'arrêter sur la tétine. Si elle est fine, ça fera une petite béance. Si vous mettez un pouce à la place, bah, ça fera une grosse béance. D'accord, ok. Donc c'est très bête, on s'est dit il faut une tétine, on a tout de suite introduit la tétine, et puis j'ai commencé à regarder ce qu'il existait, mais dès 2015 j'ai commencé à regarder et je me suis aperçu qu'il n'existait pas grand-chose, rien du tout pour dire en 2015, pour arrêter facilement, donc à part trouver des parents qui galéraient, j'ai dit bah c'est pas grave, on va réfléchir, on trouvera un truc, on a du temps, on sait que en orthodontie, on a entre 2 et 3 ans, parce que de toute façon, les os de la face sont tellement malléables aussi au départ, entre 2 et 3 ans, s'il arrête, il n'y a pas de sujet en fait, il n'y a Ah pas oui, tellement de tout à fait. sujet. Ouais. Pour ce qui est de la parole, c'est pareil, l'école c'est 3 ans, donc c'est vrai que s'il arrête autour de 2 et demi, c'est parfait, il a le Mhm. temps de commencer à... Voilà. Donc j'avais 2 ans pour réfléchir, donc j'ai pris mon temps. Génial. Et puis en fait, rapidement, j'ai eu cette idée d'ajouter des petites collerettes qui réduiraient très progressivement la longueur de l'embout accessible. Et donc, bah, ça a commencé. J'ai découpé des anciennes tétines au Ok. laboratoire avec les outillages que j'avais à disposition. Et puis, j'ai commencé à tester le système. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est le principe justement, c'est d'ajouter au fur et à mesure une collerette à notre tétine pour réduire petit à petit bah, la longueur Exactement. hein, du plastique, du caoutchouc de la tétine, C'est ça. pour finalement que l'enfant s'en passe totalement, quoi. C'est ça, exactement. C'est top. Et du coup, tu l'as testé sur ta fille? Oui, alors ça a très bien fonctionné. Rapidement, elle était moins accro à la tétine. De Ouais, toute façon, pour parler aussi, c'est pareil, nous, systématiquement, on lui demandait de l'enlever. Et puis, à un moment donné, quand on ajoute des collerettes, elle est quand même moins confortable. Donc, finalement, elle l'utilise moins. Et puis, voilà, elle a arrêté à un moment donné toute seule. Et puis, mon fils, de la même façon, pareil. Alors, la seule différence, j'ai envie de préciser, c'est que moi, à l'époque, mon idée, c'était de les mettre discrètement, donc des petites collerettes fines très discrètement, alors que finalement, on s'est très rapidement aperçu par la suite que d'impliquer l'enfant était bien plus puissant. d'accord. Donc, on a fait des collerettes aussi couleur, parce que finalement, l'enfant, non seulement il va choisir la couleur, mais en plus, il sera content de l'ajouter. Il sera pas surpris que ce Ouais. soit un peu plus court. Et tout ça fait que ça a donné quelque chose d'extrêmement puissant par la suite, encore plus que ce que j'avais testé moi finalement en ajoutant discrètement. Et puis quand je dis discrètement, de toute façon, avec mon fils, autant je pouvais l'ajouter, ça, il voyait rien. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai, il voyait rien. On lui redonnait, il la remettait dans sa bouche. Autant ma fille, elle voyait à chaque fois qu'il y avait une entourloupe. Elle Elle nous n'était pas regardait du avec des petits yeux, genre il s'est passé un truc, tu m'auras pas. Bah, Donc, ah, autant les impliquer. De toute ouais. façon, le fait de les impliquer, ils savent ce qui se passe, ça fonctionne parfaitement et ils sont partants pour l'ajouter. Donc, de toute façon, ils peuvent pas être surpris, ils peuvent pas être déçus de l'ajouter, puisqu'en fait, ils partent sur le principe de l'ajouter. Ouais, ouais, carrément, c'est une super idée. Et alors, comment on passe justement bah, du prototype là, que tu as en main, que tu as fabriqué un petit peu maison, à vraiment un produit fini qui est prêt à être commercialisé? J'imagine que les étapes sont quand même assez lourdes. Oui, alors ça a été pas mal de boulot. Donc nous, en fait, ce qui s'est passé après l'avoir testé sur mes enfants, c'est que j'avais encore une forte croissance sur ces années-là. Donc en fait, j'ai pas pu m'en occuper tout de suite. Je l'ai rangé dans un tiroir en me disant, bah c'est une idée, pourquoi pas. On fera Ouais, ça plus tard. ok. Je l'ai finalement donc breveté en 2021. Alors le brevet, ça a l'intérêt surtout de protéger les investissements. Quand on est une entreprise et qu'on investit, il faut protéger l'investissement pour pas se faire doubler et perdre de l'argent. Donc j'ai breveté le dispositif et puis 2022, c'était une année complète qui a servi finalement à développer, prototyper le produit fini tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est principalement bah, des collerettes, un développement d'un moule d'injection et Mm. l'ajout de crochets de sécurité qu'il n'y avait pas sur les prototypes qui permettent en fait à la collerette d'être ajoutée mais de ne pas pouvoir être retirée. C'est Oui, extrêmement important, sinon les enfants évidemment sont des filous. On sait bien comment ça pourrait se passer, même s'ils sont d'accord de l'ajouter, voilà, oui, pour être tenté de la démonter. Donc une fois les crochets ajoutés, développés, on a effectivement aussi travaillé sur l'aspect réglementaire, puisqu'on est un dispositif médical. Donc il y a tout un tas de documents rassemblés, de tests à effectuer. Et puis fin d'année 2022, ou la rentrée 2022, on va dire, on était prêt à lancer nos premières prods.
reçu quasiment en fin d'année, et puis on a lancé une petite campagne participative, et puis c'était parti. Génial. Et alors, du coup, entre là de 2020, 2022, le temps que le projet vraiment voit le jour, tes enfants étaient encore petits, hein, 5, 7 ans. Comment ça allait au niveau pro, perso? Parce que justement, toi, tu avais ton activité de base, Ah oui, ton développement c'est voilà, ça. avec la tétine clip, plus quand même une vie de famille à gérer. J'imagine que ça devait être sport. Comment ça se passait aussi entre vous là, dans votre couple? Vous avez toujours été soudés? Oui, oui, on a toujours été soudés. Ça a été forcément des années assez intenses. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai des tâches que j'avais sur les laboratoires que j'ai déléguées D'accord. à Virginie à ce moment-là, qui elle a pu aussi prendre des responsabilités cette époque-là. Finalement, avant, elle était purement en production, et puis petit à petit, elle a pris un poste un peu différent du fait que moi, j'avais aussi un petit peu moins de temps. Donc tout ça, sachant qu'on n'a jamais non plus fait des journées insurmontables, on arrive à gérer des journées avec des heures correctes, j'ai envie de dire, pour des entrepreneurs. Ouais, ouais, ça c'est important. Et tu estimes à combien, on va dire, la répartition entre ton travail initial et là le développement de ce projet de la tétine clip? Est-ce que tu as une idée un petit peu de la part que ça pouvait représenter? Alors dans les débuts, c'était très variable selon mon besoin. C'est-à-dire j'étais presque en mise à disposition sur les laboratoires. Je restais parfaitement disponible pour les clients avec lesquels on travaille, qui sont des orthodontistes ou des CHU. Et puis, en restant parfaitement dispo, j'étais aussi à disposition de la production. C'est-à-dire qu'en cas de besoin, il y a des périodes plus fortes que d'autres. Je suis en production, je suis là pour aider. Et puis, Mm. si je vois que j'ai un peu plus de temps et que l'équipe euh, gère correctement le volume, je travaillais sur clip. Hein, Et oui, c'était plutôt voilà. du bonus C'est de l'à exactement. côté, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Ok, donc début 2023, vous lancez la campagne participative. Est-ce que ça fonctionne comme tu veux? Tu arrives à... Oui, alors, oui et non. Une campagne assez difficile quand même parce que je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, une campagne participative doit être accompagnée d'une campagne presse. Ouais, c'est ça, c'est toujours la Et c'est même ça. chose. Et finalement, on le sait pas. Alors maintenant, je le sais hein, pour le prochain projet, mais c'est vrai qu'on le sait pas forcément. Le site de campagne participative le dit bien, mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on lance le produit et puis ils nous disent, bah voilà, maintenant il faut travailler, il faut aller chercher les gens autour, etc. Donc c'est presque un peu tard pour lancer une campagne de presse, mais en fait, le bon usage, ça serait de lancer les deux, bien coordonner les deux. Bien Donc sûr. ça a été plus difficile, d'autant que j'ai un produit qui n'était pas connu. J'ai un concept qui n'était pas connu, puisqu'on a quand même un concept assez disruptif par rapport à ce qui se fait. On a eu beaucoup de sceptiques, et on en a encore, souvent les papas d'ailleurs. Mais il a fallu lutter contre ça, en fait. Bien Donc, sûr. la campagne a été difficile, puisque elle est arrivée tout juste au montant qui était un petit montant très bas, mais ça a permis de comprendre un certain nombre de choses aussi. Bien sûr, oui. Et puis ça permet aussi après d'adapter selon les leçons qu'on tire de tout ça Exactement. pour faire connaître son produit au mieux. Et alors justement, là, depuis cette campagne, est-ce que vous travaillez avec des pharmacies, des revendeurs pour justement bah, essayer d'accroître les ventes de votre tétine? Oui, complètement. Bah, ce qui s'est passé, c'est que simplement, on a mis un peu de marketing dans tout ça pour faire connaître le produit. On a fait une campagne presse aussi, donc qui a été un succès. Hein. Là, derrière, effectivement, le produit a commencé à se vendre. Les premiers retours ont commencé à arriver aussi. On a des retours extrêmement positifs. On a des notes qui sont vraiment au top hein, sur les différentes plateformes. Donc, je pense que c'est juste que ce qui manquait, voilà, c'est qu'il y ait les premiers utilisateurs qui attestent que ça fonctionne bien. Et il y a des petites choses cachées en fait dans le clip qui font que c'est un succès et que ça facilite beaucoup le travail des enfants comme des parents. Et il faut un moment que le produit se lance et qu'il soit connu pour que ça fasse son chemin. Bien sûr, c'est ça un peu la difficulté, souvent quand on est le premier, comme ça, à proposer voilà, un produit qui est encore méconnu. C'est qu'on n'a pas de concurrent, mais que notre produit n'est pas forcément Exactement.
connu. Donc il faut l'expliquer, il faut montrer en Exactement. quoi il est bénéfique et en quoi il peut C'est aider. ce qu'on appelle un petit peu l'éducation marché. Alors Ouais, l'éducation marché, c'est aussi le fait que les gens savent ou pas qu'il faut arrêter à tel âge. Alors oui, globalement, on s'est rendu compte que les gens savent bien qu'il faut arrêter, les parents savent bien qu'il faut arrêter. Le seul problème, c'est que on pense qu'il faut arrêter vers 3 ans, donc on arrête vers 3 ans et demi, 4 ans, au Noël suivant, et puis au Noël suivant, on se rend compte que c'est trop dur, donc on redonne la tétine et on est tous pareils, on est humains et on voit bien c'est dur pour l'enfant, donc on lui redonne et puis on se dit ah, on verra plus tard. Et en fait, de fil en aiguille, l'enfant a vite 5 ans, parfois plus. ouais, ouais, carrément. Alors justement, si là on a des parents qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Donc déjà de ne pas introduire le pouce, enfin de ne pas le Mm. laisser voilà, naturellement être introduit et plutôt proposer une tétine dès la naissance. Oui. Oui, moi je le conseille fortement, tout simplement parce que vraiment c'est le meilleur outil qui puisse trouver l'enfant. Beaucoup de parents, enfin certains, pas beaucoup, parce que globalement c'est l'outil le plus utilisé, mais on a des parents qui nous disent oui, c'est pas naturel, c'est moins naturel, mais oui et non, attention, je pense qu'il faut penser à la déformation potentielle que ça va engendrer, à la difficulté d'arrêt. Dans les courbes scientifiques et les thèses, différentes thèses sur le sujet, on voit bien que le pouce est souvent arrêté bien plus tardivement, voire pas du tout, parce qu'il y a des adultes qui sucent leur pouce inconsciemment la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est toujours au bout de la main. Donc, faut savoir que ça reste un problème. Euh, d'orthodontie plus tard. La tétine, on n'en parle pas. Je veux dire, c'est dû arrêter. Il y a un âge idéal, mais en fait, il n'y a pas non plus d'enfants à 15 ans qui ont une tétine. Et pourtant, il y en a beaucoup quand on le pousse et ils le savent. On le sait pas, l'entourage ne sait pas. C'est le pouce, c'est la nuit. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et moi, je pense qu'il faut introduire la tétine. Moi, je fais partie de ces gens-là. Il faut l'introduire. C'est bizarre de dire on l'introduit pour l'arrêter après, mais en fait, il faut parce que c'est assez facile à arrêter. Mm. Ah ouais, d'accord. Et à quel moment, du coup, vers 2 ans, 2 ans et demi, c'est ça pour toi, c'est le moment idéal d'introduire la tétine clip Oui. pour, potentiellement arrêter assez rapidement? Ouais, ouais, tout à fait. Arrêter entre 2 et 3 ans. Alors pourquoi pas avant? Parce que certains parents nous posent la question, nous disent voilà, est-ce que il a 1 an et demi, est-ce que je peux l'arrêter? Oui, on peut toujours. Simplement, il n'y a pas de nécessité en fait d'arrêter avant. Donc j'ai envie de dire pourquoi l'embêter en fait, autant lui laisser. Tout simplement parce que ça va pas non plus avoir un impact non plus derrière sur les dents, etc. Donc oui, il parle mal quand il a la tétine, mais les parents qui veulent arrêter un peu plus tôt, ils peuvent très bien déjà réduire un peu plus tôt parce que l'enfant, il faut limiter. Il l'a la nuit, il l'a sur les siestes, à la limite, et il l'a pas du tout en journée. C'est déjà un gros progrès. Euh, mais il n'y a pas d'obligation en fait avant 2 ans. Et le risque est de retomber dans autre chose parce que finalement, s'il lui reste encore ce besoin de réassurance et qu'il trouve pas autre chose, bah, qu'est-ce qu'il va faire? On va enlever la tétine un peu trop vite, il va compenser par le pouce. D'accord. Donc, ça va être contre-productif d'arrêter trop tôt. Ah ouais, ok. Voilà. D'accord. Et puis après, 3 ans, c'est un peu l'âge limite, c'est l'âge conseillé par la plupart des pros de santé, c'est l'âge conseillé par l'UFSBD, c'est l'âge conseillé par tous les organismes, tout simplement parce qu'après, je dirais qu'il arrive à l'école, donc il y a tout ce qui est articulation des mots, etc., qui pourra pas être faite correctement s'il y a une tétine après 3 ans. Et puis au niveau osseux, dentaire, c'est aussi un âge où ben, il faut que tout se remette en place. C'est la langue qui va orchestrer tout ça, donc s'il y a une tétine entre les deux ou un pouce, la langue pourra pas faire son travail. Donc c'est important que ça se fasse à ce moment-là parce que les os sont très malléables et parce que la langue va encore permettre d'élargir le palais, tandis que si on attend un peu trop, ça sera forcément un appareillage qui va venir aider à élargir le palais. Et oui, donc justement, les risques, si on arrête trop tard, ça va être des problèmes pour apprendre à parler, des dents potentiellement tordues. Exactement. Donc c'est potentiellement des rendez-vous chez les pros de santé, même si moi je recommande quand même de voir un professionnel de santé dans ces âges-là. 3 ans, l'orthophonie, ça peut être vu assez tôt, mais tant qu'il y a une tétine, l'orthophoniste il va vous dire qu'il y a une tétine et qu'il peut pas travailler. Si l'orthophonie, il peut y avoir un petit bilan, s'il y a le moindre doute, il peut y avoir un bilan à 4 5 ans, c'est très bien. L'orthodontiste, pareil, il peut être vu à 6 7 ans et c'est très très bien un premier rendez-vous parce que ça ne va pas supprimer l'orthodontie, mais ça va fortement limiter. C'est-à-dire si l'enfant, il a un palais très étroit à cause d'une tétine, ça va être des problématiques d'articuler inversé, ça va être tout un tas de problématiques qu'on aurait pu éviter en arrêtant la tétine à l'âge correct.
Ouais, ouais, je comprends bien, ouais. Et alors, en moyenne, est-ce que tu as une idée du temps que ça prend l'arrêt de la tétine grâce à la tétine clip? Est-ce que ça dépend des enfants? Ça dépend de la fréquence à laquelle on introduit un nouveau palier? Ou comment ça se passe en termes de temps? Ouais, ça dépend vraiment des enfants. Nous, on a eu des gens qui nous ont dit c'est dingue, il a voulu ajouter les clips, il était pourquoi? Parce que l'enfant était prêt, donc s'il veut les ajouter, on y va, on freine pas. C'est comme l'apprentissage, je veux dire, il n'y a pas de raison de freiner s'il est demandeur. Donc là, on a des enfants qui ont arrêté en 4 jours. Et Waouh. puis, à l'inverse, bah, il y a des enfants qui veulent prendre leur temps. Là où nous, on a une notice sur laquelle on préconise un mois, c'est pour donner une timeline, mais il n'y a pas de règle. Là où on préconise un mois, bah, si c'est 2 mois, c'est 2 mois. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois. C'est pas Oui, oui, grave, en fait. Je pense qu'on n'est pas du tout à un mois près, en fait, tout simplement parce que l'arrêt, généralement, de la tétine, on parle en années, en fait. Et les parents qui galèrent vont prendre une année de plus à chaque fois. oui. Là, l'année, oui, ça va se sentir. Le mois, ça va pas se sentir. Surtout si on est dans des créneaux comme entre 2 et 3 ans, on est dans des créneaux tout à fait corrects. Donc, même si c'est 3 ans et demi, c'est pas grave. Et c'est pour ça que je dis toujours, il vaut mieux être à l'écoute parce que l'enfant, s'il se braque, il va y avoir un point difficile à passer, tout simplement parce qu'il n'est pas prêt, en fait. Donc, faut pas forcer, faut dire, écoute, eh ben, quand est-ce que tu veux qu'on l'ajoute? Est-ce qu'on peut l'ajouter après les vacances? Il n'y a pas d'urgence, en fait. Et puis Ouais, finalement, il va du coup avoir le temps de plus de se poser sur cette étape intermédiaire et finalement il va se rendre compte qu'il n'en a pas tant besoin que ça et on aura mis une date un peu loin en fait finalement il va la raccourcir. Enfin on voit de tout mais l'important c'est d'être à l'écoute de l'enfant. ouais, comme pour beaucoup de sujets Comme finalement. pour beaucoup de sujets effectivement c'est ça. Ouais, et alors justement, là, quelle tournure tu veux donner à ce projet-là? Est-ce que tu as d'autres idées de produits, je sais pas, que tu souhaiterais développer? Est-ce que pour l'instant, tu te concentres plutôt sur faire connaître la tétine clip? Où est-ce que tu en es en termes de projets, d'objectifs là, pour les mois, années à venir? Là, en termes de projet, l'idée serait plutôt d'aller faire connaître le produit à l'étranger. Donc, on a commencé, on est référencé déjà en Allemagne. Donc, en France, faut savoir que ça représente en point de vente peut-être 500 pharmacies. J'ai plus le chiffre exact en tête. Énorme. Donc, on a déjà pas mal de points de vente. En Allemagne, on a près de 1000 points de vente. On a été un peu plus vite sur l'Allemagne, mais le produit est moins connu, donc il se vend moins qu'en France. Ok. Donc on commence à regarder les pays autour aussi, de manière à avoir plus une croissance géographique pour faire connaître le produit. Mais encore une fois, c'est difficile. Alors il y a peu de concurrents, mais on a un produit qui est difficile à faire connaître puisque c'est très innovant, en tout cas dans le process. Donc la démarche c'est ça, c'est de continuer à faire grandir un produit qui fonctionne plutôt bien. Mm. C'est super. Et là, vous êtes combien à bosser du coup à temps plus ou moins plein, on va dire, sur le développement de ce projet? Alors, à temps plus ou moins plein, on est, on va dire, les cinq principalement. Moi, je suis pas à temps plein. On a Léa qui est à temps plein. Et puis après, on travaille aussi beaucoup avec des freelances qui ont des tâches bien spécifiques. Ça peut être les réseaux, ça peut être le marketing, ça peut être le référencement. Donc voilà, on a construit doucement Clip comme ça, tout simplement parce que c'est un projet à la base qui est un peu à part de mon activité et que je monte au fur et à mesure. Des succès qui avancent, donc on grandit et puis petit à petit on va certainement réintroduire les compétences en interne. Ouais, c'est génial en tout cas. Je pense que c'est un projet qui a de beaux jours devant lui, ça c'est sûr. Et alors en termes sur le plan plus personnel, est-ce qu'avec Virginie, vous avez un projet peut-être d'agrandir la famille ou maintenant les enfants sont plus grands et vous êtes bien tous les quatre? On est très bien tous les quatre. Ouais. Je pense que on n'a pas de projet d'agrandir la famille. Non, on a trouvé vraiment notre quotidien à quatre, notre rythme. Ouais. Et ils ont grandi. C'est intéressant les enfants quand ça grandit aussi. Donc on aime ce côté-là. On n'a pas pour l'instant envie de replonger dans les petits. Je pense que aussi c'est qu'ils étaient proches. Peut-être on a eu assez à ce niveau-là, mais des très bons moments. Ouais, on a eu des très très bons moments, mais on est content qu'ils grandissent. Ouais, bah oui, j'imagine. Et là, tu arrives à passer quand même du temps avec eux, notamment sur Oui. le matin, comme tu le disais, les week-ends, des temps de qualité. Oui, oui, on a des temps de qualité. Moi, j'ai le mercredi matin avec eux. Virginie a le mercredi après-midi. Donc, on Super. a déjà ce demi-journée en semaine. Et puis, on a tous nos week-ends. Hein. Je veux dire, on travaille pas le week-end.
On a toujours, hein, on regarde nos mails, ça arrive, effectivement, on est sur le canapé, on jette un œil sur les mails, mais on ne travaille pas réellement au sens propre. Donc, on a des vrais temps vraiment qualitatifs. Ouais, bah écoute, c'est génial. Bon, et bah écoute, merci beaucoup Arnaud de nous avoir un peu parlé de ton produit, du développement de Merci tes à toi. projets en parallèle de ta vie de papa. C'est vrai que ça a l'air d'être une vie assez riche, mais tu m'as l'air plutôt serein et bien organisé. Oui. Donc, Il faut être organisé, ça c'est sûr. ouais, ça se Et voit que tu puis as après, un certain calme, en tout cas une ouais, vie tranquille qui te permet de faire plein de choses et c'est assez inspirant. très bien, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bah, je te souhaite le meilleur, une belle réussite professionnelle et aussi de beaux moments à partager en famille. Merci beaucoup. À bientôt. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si la tétinette clip vous intrigue, que vous soyez en plein sevrage ou simplement curieux, je vous mets le lien en description pour en savoir plus. J'espère aussi que votre rentrée s'est bien passée et que vous n'êtes pas déjà sur les rotules, hein. En tout cas, moi je suis trop contente de vous retrouver chaque semaine pour des épisodes de folie. Aussi, si vous voulez continuer à suivre tous les beaux projets de Super Mama, je vous donne rendez-vous sur Insta. C'est un petit peu notre safe place et sur laquelle on parle maternité, alimentation et entrepreneuriat. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you see?